Alors, bienvenue à la deuxième édition du podcast sociaux du Cégep Limoilou. L'enregistrement se fait au café du Cégep Limoilou. Et comme deuxième thème, nous avions la Journée internationale des femmes. Un sujet extrêmement chargé qui a vraiment été animé parmi nos invités. Nos invités qui étaient Marie Junot, une étudiante ici au Cégep. On avait Léa Fischer-Albert, une personne qui est active dans le milieu du théâtre au Québec. On avait Isabelle Morin, enseignante ici au Cégep. Et enfin, Louis-Félix Doyon, ancien étudiant et ancien athlète des Titans dans l'équipe de football. Donc, c'était vraiment un très gros thème, un très gros sujet. On a à peine effleuré la surface, mais qu'est-ce qui était vraiment intéressant, c'est qu'on avait le point de vue de justement plein d'acteurs différents, le théâtre, l'enseignement, les étudiants, un sportif. Donc, plusieurs sujets de débat, de lutte qu'on doit apporter à notre société, plein de réflexions. En fait, l'objectif du podcast était uniquement de susciter des questions, susciter des réflexions de votre part. Donc, j'espère que vous allez trouver ça pertinent, les interventions qu'on a eues ici, et que ça va vous amener à avoir un esprit un peu plus féministe. Merci et bonne écoute! Alors, bienvenue à la deuxième épisode du podcast du Socio du Cégep Limoilou. Je vais commencer immédiatement par présenter les invités que nous avons aujourd'hui. Puis après ça, on va faire une petite introduction du sujet. Je crois qu'il est marqué juste ici, mais quand même, on va introduire un petit peu. Fait que je vais commencer ici, à ma gauche. Oui, moi, c'est Marie Junot. J'étudie en arts visuels. C'est ma deuxième session. Avant ça, j'ai fait toutes sortes de choses comme milieu naturel ou un DEP en agriculture. Mon parcours par rapport au féminisme, je pense qu'il a commencé quand j'ai fait du bénévolat dans un centre de femmes. Puis après ça, au fil des lectures puis des podcasts, j'ai appris plein d'affaires. Puis c'est devenu vraiment une passion pour moi, la justice sociale. Puis c'est ça. Aussi, je suis dans le comité mobilisation et politique de l'association étudiante du Cégep Limoilou. OK. C'est pas nécessaire, j'oblige personne, mais moi, je trouve que quand on dit notre âge, quand moi, mettons, j'écoute des podcasts puis les invités disent leur âge, ça me permet un petit peu de faire la référence comme « Ah, lui, il est à 31 ans, elle est à 27 ans, puis elle a déjà accompli ça » ou des choses comme ça. Fait que si vous voulez, vous pouvez dire votre âge. J'ai 24 ans. 24 ans. Ensuite, Léa. Oui, bonjour. Léa Fischer-Albert. Mon emploi principal, c'est d'être co-directrice générale, directrice du développement du Théâtre du Gros Mécano, une compagnie de production de théâtre destinée au jeune public. Mais je suis également présidente de la table de concertation en théâtre de la capitale nationale, donc un organe qui est chapeauté par le Conseil de la culture, qui vise à réunir tout le monde et discuter de notre communauté en général. Donc, je suis très impliquée dans le milieu théâtral. J'ai fait mon DEC en théâtre ici au Cégep Limoilou. J'ai fait partie de la troupe du théâtre du Grand Escalier. J'ai 32 ans. Ça fait donc maintenant 13 ans à peu près que j'ai gradué du Cégep. Puis, pour moi, mon parcours féministe, j'ai eu un déclic principalement à l'université parce que j'ai fait le cours de sociologie, genre et équité et sociologie, là, finalement. Ça a été une révélation parce que ça me permettait de mettre des mots et des concepts sur des sentis que j'avais dans toute ma vie, mais j'ai la chance, à mon avis, d'avoir grandi dans une famille féministe aussi. Ma grand-mère n'a jamais porté le nom de mon grand-père. Elle a toujours gardé son... officiellement, il était sur papier, là, c'était Madame Albert, là, mais elle se faisait toujours appeler Madame Thibault. Puis mon père et ma mère sont tous les deux des féministes, chacun à leur manière. Donc, ça a toujours été imprégné chez nous, mais... avec l'âge adulte, on réussit à aller trouver des chemins et des informations supplémentaires. Donc, voilà. Qui peut être un peu plus personnel à vous qu'à une histoire qui a été héritée. C'est ça. Mais c'est une ambiance et une réflexion qui a toujours fait partie de notre réalité familiale là, à nous. Mais je vous dirais, le cours genre et société a vraiment été, honnêtement, pas mal changé ma vie à certains égards. Là. OK, ça va être intéressant d'en savoir plus. On va passer à notre prochaine invitée, Isabelle. Oui, Isabelle Morin, je suis prof de socio, fait que là, c'est le fun. Une future étudiante en socio, ton cours de socio que tu as marqué. J'espère d'en marquer un peu de mes étudiantes, c'est le fun, ça.
Ouais, je coordonne aussi le programme de sciences humaines. J'ai 47 ans, fait que je suis la doyenne ici, je tiens à vous le dire. Alors, respect. Non, mais quand j'étais jeune, et là, franchement, ça commence à dater, mais j'ai été étudiante ici. Mes filles ont étudié ici. Mes nièces s'en viennent ici. Fait que je suis très, très attachée à mon cégep. Moi, je l'ai tatoué pas mal sur le cœur, je vous dirais. Moi aussi, mes grands-mères étaient assez féministes, mais à leur époque. À leur manière. Mais moi, dans mon milieu, ma famille nucléaire, là, c'était plutôt macho. Je dirais pas que c'était pas... Et même que ça... quand j'ai commencé le cégep, mais même au secondaire, moi, je me souviens que je m'étais levée debout puis je m'étais insurgée en français parce que le masculin l'emportait sur le féminin. Puis je disais, mais c'est qui a décidé ça? J'étais comme... c'est ça me frustrait. Je me sentais pas encore habitée par le féminisme. Puis je dirais que quand moi, j'étais plus jeune, c'était pas tant... je me demande, à la limite, c'était pas plus négatif de s'affirmer féministe qu'aujourd'hui. Quoique, hein, des fois, oui, mais en tout cas... Fait que... puis c'est au collégial, puis à l'université que là... Mais surtout collégial, puis et là... quelques rencontres heurtantes dans mon milieu plus macho, mais qui a provoqué des changements chez le paternel, quand même, d'évoluer un peu et de changer certains aspects. Mais en tout cas, bref. Et je suis très, très fière parce que moi, mes filles sont très féministes. Puis mes nièces aussi qui s'en viennent ici. C'est de toute beauté de voir ça. Je trouve ça beau. Puis moi, en plus, tu sais, t'entends, c'est comme je capote. Puis là, je suis sûre que je vais capoter autant. Mais pas de pression. Plein de bonheur. Plein de bonheur. On va passer au prochain invité, Louis-Félix. Bon, bonjour tout le monde. Moi, c'est Louis-Félix. J'ai 20 ans. Je pense que je suis peut-être le plus jeune. Je suis à côté de la doyenne, fait que je vais me finir tranquille. On est comme en ordre d'âge. Ouais. J'ai joué 3 ans ici au football au Cégep de Limoilou. J'ai fini à la session d'automne passée. Sinon, j'ai étudié en art lit, créativité média. Puis je me suis un peu plus tourné vers le domaine du cinéma parce que c'est ça qui m'intéresse pas mal. Puis sinon, vous parliez de vos grands-parents. Ben, moi, je trouve que ma grand-mère, c'était une féministe à son époque, un peu comme tu disais. Une fille super entreprenante. Tu sais, qu'elle, dans les années 60, a acheté des blocs appartements à Sainte-Foy. Wow. Tu sais, pour te dire que le monde dans le temps, tu sais, au début, je la regardais, puis c'était une grand-maman, là. Mais maintenant, je la regarde, je fais comme, elle avait quand même beaucoup de culot de aller faire ça. Le monde devait la regarder croche. Fait que, anecdote sur mes grands-parents aussi. c'est tout ce que j'avais à dire. Pour la présentation, je pense qu'en introduction, je me présente déjà, mais pour les invités ici, Louis-Félix Larivière, étudiant en sciences informatiques et mathématiques au Cégep Limoilou. J'ai 24 ans. Puis mon parcours en tant que féministe, en fait, dans le thème de la féminité, je pourrais pas vous le dire vraiment. Je sais pas vraiment qu'est-ce que ça représente, c'est quoi ma position par rapport à ça. C'est un petit peu la réflexion qu'on vient apporter ici. Puis c'est un petit peu dans l'optique que j'ai pris pour faire mon introduction. Ça va pas être nécessairement pour prendre une position, mais plus pour brièvement montrer un peu l'histoire de la Journée internationale des femmes. Fait que je vais commencer ça. La Journée internationale, elle a été instaurée pour promouvoir l'élévation du statut de la femme. Donc, plusieurs conflits, plusieurs revendications du côté des femmes qui ont lutté pour les avoir. Puis ça date de très, très longtemps, mais ça a surtout été marqué avec l'arrivée de l'industrialisation, où est-ce que là, beaucoup d'associations féminines se sont rassemblées pour revendiquer l'équité dans le travail. En fait, juste pour travailler. Au départ, les femmes n'avaient pas nécessairement droit aux mêmes emplois que les hommes. Fait que, ouvrière, déjà là, c'était déjà une étape dans la progression du féminisme. Fait que c'est ça. Des débats comme le droit de travailler, le droit de vote, l'égalité homme-femme. Le droit d'avoir un compte en banque à soi, de ne pas avoir nécessairement l'obligation de la signature de son mari pour pouvoir avoir un compte en banque. Ce genre de choses qu'on pense tout à fait inadmissibles en 2021 étaient assez récentes, sont assez récentes dans l'histoire occidentale, et il y a bien des endroits dans le monde où c'est pas encore acquis, ce genre d'affaires-là, justement. Bon, Excuse-moi de non, t'avoir interrompu. absolument. C'est excellent d'avoir des parce que c'était très, très brief, mais c'est ça, juste avoir une considération en société. C'est juste un peu ça ça part de là beaucoup de débats. Puis on peut attribuer au gouvernement russe
la journée du 8 mars, après une manifestation de femmes qui voulaient avoir accès à la nourriture puis au retour de leur mari qui avait été enrôlé dans l'armée pour la Première Guerre mondiale. Puis c'est sous le gouvernement russe que le 8 mars, cette journée-là a été mise, mais plusieurs événements de manifestations politiques qui ont été instaurés à travers le monde, en Europe, en Amérique, mais aujourd'hui, le 8 mars est un héritage de ce moment-là. Puis on peut souligner aussi le 11 octobre, qui est depuis 2011, qui est devenu la Journée internationale des filles, qui a été instaurée par l'ONU. Puis, c'est ça. Ben, en fait, tu l'as bien dit, là, c'est des luttes du côté des femmes pour avoir... Ben, en fait, tu as donné des bons exemples. Moi, j'en avais d'autres ici, là, comme pouvoir avoir accès à des postes décisionnels, des postes de pouvoir, puis aussi avoir un accès équitable dans les sports, tout ça. Il y a longtemps aussi, le mot que je cherchais tantôt qui m'est pas venu à l'esprit, c'est que les femmes ont longtemps été considérées comme des mineurs, donc qui avaient besoin soit de leur père ou de leur mari pour exister légalement, peu importe l'âge qu'elles avaient, là, qu'elles aient 75 ans ou 18. Là. Donc, ça octroyait un statut juridique presque nul, avec aucun contrôle sur sa propre vie, finalement, d'être considérée mineure, tout simplement parce qu'on est né de genre féminin, de sexe féminin. Donc, les luttes féministes de l'époque de l'industrialisation que tu nommais là, sont beaucoup liées à ça, en plus de tout ce que tu as nommé, là, le droit de vote et tout ça. Mais quand j'ai réalisé ça, là, que tu n'existais pas si tu n'avais pas un homme à tes côtés qui te prenait en charge, ça m'a un peu hérissé le poil dans le mauvais sens. Il y a un super bon documentaire qui a été fait... puis moi, les noms... En tout cas, le titre, c'est 75 ans, je me souviens. Puis c'est le 75e anniversaire du droit de vote des femmes. Et là, c'est plusieurs personnalités féminines, notamment il y a Lise Payette, il y a bien sûr Pauline Marois, il y a... Ah, mais là, écoutez, il y en a, mais c'est ça. Et là, moi, je le fais écouter à mes étudiants et mes étudiantes, là. Pas toutes les sessions, mais parce que c'est 1 heure, là, mais ça vaut tellement la peine de l'écouter parce que là, ça remet en perspective que les droits acquis, d'une part, ils sont fragiles, mais d'autre part, ils sont récents. Et quand nos filles puis nos gars arrivent aujourd'hui, tu sais, viennent au monde, puis que là, on les éduque, puis ça semble complètement naturel ou presque de la science-fiction de penser, par exemple, qu'une femme puisse pas s'ouvrir un compte de banque. Tu sais, je pense à ta grand-mère qui a... Pour moi, c'est acquis. Ben oui, c'est ça, exactement. Je suis né, puis les femmes, ils ont les droits qu'ils ont, puis j'ai jamais vécu le moment où il n'y avait pas beaucoup de droits. Fait que des fois, j'entends des histoires, je suis comme, mais voyons, comment tu fais pour continuer à vivre comme ça? Ça se peut pas. Mais du vivant de nos grands-parents et même de nos parents, pour certaines affaires, c'est assez hallucinant là, de constater que c'est vraiment de la mémoire vive là, que ça a eu. Là. Ouais. Fait que c'est important d'avoir des événements comme cette journée-là pour nous rappeler à quel point c'est récent ces acquis-là, puis que c'est pas, justement, c'est pas acquis. Ils ont été combattus, ils ont été luttés pour être pris. Je ne sais pas si vous avez, là, je sors ça un petit peu du contexte qu'on vous a envoyé avant l'enregistrement, mais est-ce que vous avez un petit peu une idée de dans quel moment, dans quel mouvement est-ce que les femmes ont comment dire, le statut de la femme a dégradé en société jusqu'à temps qu'il y ait autant de révoltes? Parce que il me semble que, mettons, si on remonte dans le temps des Grecs anciens, c'était une société dominée par les hommes, mais pareil, il pouvait y avoir des femmes propriétaires terriennes, il pouvait y avoir des femmes qui avaient quand même accès à ce... C'était pas le genre qui était en question, mais plutôt la classe sociale. Oui, ben en tout cas, j'étudie pas en histoire, là, mais il me semble qu'en Grèce, les femmes avaient pas vraiment trop le droit de sortir de chez elles, puis qu'ils étaient comme un peu plus des bibelots, là. Fait que, ouais, c'est ça. Mais aussi, je pense que les femmes, ils ont toujours été oppressées depuis, la nuit des temps. C'est ça. Ils ont toujours été oppressés, puis je pense que ça a été un peu une constance jusqu'à temps qu'il y ait des révoltes, puis tout ça. Puis c'est encore un combat à combattre à tous les jours aussi. Puis est-ce qu'on sait si c'est... typé du côté occidental du globe ou c'est aussi du côté oriental que les femmes ont été opprimées?
Mais je pense que l'idéologie patriarcale, qui est à l'origine des rapports de pouvoir inégalitaires entre les hommes et les femmes, existe depuis extrêmement longtemps, puis qu'elle est un peu partout. Tu sais, je ne suis pas une spécialiste là, de l'histoire des femmes, mais... Oui, je vais ramener le sujet sur... Mais l'idéologie patriarcale, elle est là, puis c'est ça qu'on doit combattre. C'est ça qui est combattu parce que ça établit un rapport inégal, tu sais, une suprématie, tu sais, du genre masculin sur le genre féminin. Et c'est là depuis longtemps, et c'est à géométrie très variable aujourd'hui, là. Tu sais, moi, souvent, je dis à mes filles... mais je suis heureuse que vous soyez née au Québec. Ouais. Sérieusement, là. Tu sais, je veux dire, puis là, j'ai une petite fille, puis je me dis, my God, une chance, tu sais, on regarde, là. Je veux dire, là, il y a encore des pays où ils se battent pour que l'avortement soit accessible. Tu sais, je veux dire... Il y a encore des pays où les femmes se battent pour avoir un permis de conduire. Ben oui, exactement. Je veux dire, c'est ça, puis tu sais, quand on parle, tu dis, c'est ça, pour moi, c'est acquis, mais c'est pour ça qu'il faut avoir, puis des fois, ça fait peut-être un peu plate ou arriéré ou vieillotte un peu, mais le devoir de mémoire, il est important, parce que c'est ça, c'est toujours fragile. Tu sais, il peut y avoir une montée de la droite. Hey, on a vu jusqu'où ça peut aller avec les élections de Donald Trump, là, puis de Joe Biden qui est là maintenant, puis on voit jusqu'où ça peut aller, tu sais. Alors, c'est pour ça que c'est ultra méga important de s'en souvenir. Puis que c'est pas juste les femmes qui doivent se souvenir de ça. Moi, je pense que ça, c'est le combat de tout le monde parce que je suis convaincue qu'une société qui est égalitaire entre les sexes, c'est une société qui est meilleure. Je suis convaincue de ça. C'est autant gagnant de sortir des carcans, des stéréotypes sexuels puis des idéologies patriarcales. C'est autant gagnant pour les hommes que pour les femmes. Parce que les hommes aussi se retrouvent pris dans des stéréotypes, tu sais. Fait que c'est ça, non, vivement l'égalité, tiens, voilà. Bien justement, je lisais un document qui m'a été partagé avant le début de l'enregistrement sur, je pense, l'Association du soccer du Québec, qui sortait justement des statistiques qui disaient à quel point, quand il y avait une représentation égale des femmes sur un conseil d'administration, il y avait des décisions qui étaient prises et qui étaient plus rentables et qui avaient une meilleure perspective que quand c'était dominé par les hommes. Qu'il y avait une atmosphère de tolérance dans les joueurs, puis les arbitres, puis les entraîneurs qui était plus forcée dans le sens que quand il y avait des intolérances, dans le sens que quand il y avait des commentaires négatifs, ben c'était plus facilement repris que si c'était uniquement des hommes qui étaient présents. Fait que effectivement, on a déjà aujourd'hui des faits depuis longtemps, mais on a déjà des faits de faudrait qu'il y ait une égalité dans les genres, dans toutes les sphères. Oui, c'est ça. Ben, puis je trouve ça super intéressant ce que tu amènes concernant le patriarcat parce que on en parle souvent là, de tout ce qui est systémique en ce moment, le racisme systémique, le sexisme systémique. Puis, est-ce que tu nous dire, je sais que ça peut paraître évident, là, mais systémique, ça veut pas dire c'est ça. En fait, moi, j'ai réfléchi à ça beaucoup parce qu'au début, j'étais comme, oui, c'est systémique. Bon, la nuance entre systémique et systématique est quand même extrêmement importante, là. Systématique, c'est qu'à chaque fois que tu ouvres la bouche, tu es raciste. Là. Puis systémique, c'est le système dans lequel tu fais partie qui a une influence. Puis je trouve que l'exemple du patriarcat est très, très bonne puis que ça s'applique à beaucoup d'égards sur qu'on peut expliquer une forme de racisme, de xénophobie, etc. Je trouve que ça va un peu dans ce sens-là, mais qu'on vit dans des systèmes. La société est un système en soi, mais le système de santé est un système, comme on dit. Le système de l'éducation est un système également, puis que dans ces systèmes-là, il existe des réflexes. La police est un système, donc la police d'une ville est un système aussi. Le milieu culturel est un système. Donc, tous ces systèmes sont influencés par tout ce qui fait de nous une société, là. Donc, le patriarcat, la culture, les valeurs profondes, le gouvernement en place, etc. Puis, que par ces systèmes-là, parfois, on peut avoir de l'influence sur un petit système, donc le système de notre famille, par exemple, ou de notre groupe d'amis, comme on peut avoir une influence sur un plus large système. Par exemple, moi, dans la communauté théâtrale, j'essaie d'avoir une influence positive. Je dis pas que je réussis tout le temps, là, ni que tout le monde est d'accord avec mes propositions, mais c'est quand même une influence qu'on peut avoir. On peut avoir une influence sur le système de notre classe, de notre école et plus largement de la société. Puis que ces systèmes-là sont tous influencés par
énormément un bagage historique extrême, là. Puis on a beaucoup d'exemples là, En fait, cette semaine, je regardais une entrevue avec Patrice Ville, qui est porte-parole du mois d'Histoire des Noirs, là, puis qui est passé à la semaine des 4 juillet. Puis il comparait un épisode de Big Brother Célébrité à un système en soi. Puis on dirait que il y a une ampoule qui s'est allumée dans mon cerveau là, avec cette comparaison-là. Puis il disait, ben c'est vraiment un système. Là. Dans cette maison-là, il y a 3 hommes hétérosexuels blancs d'un certain âge qui ont comme pris le contrôle, si on veut, du pouvoir en général. Puis le pouvoir s'est tendu naturellement vers eux, mais aussi pour toutes les raisons qu'on connaît, historiques, sociologiques, de comment la société québécoise est construite. Puis toutes les minorités, les 2 personnes noires, la personne homosexuelle, les femmes, sont comme relayées au second plan, puis font pas nécessairement partie. Puis là, les filles hétéros, blanches, mais jeunes, sont pas prises au sérieux autant que les autres. Puis tout ça, en tout cas, je trouvais que son exemple était probant, là, puis il disait que cet épisode-là, il y a un épisode en particulier où il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Il disait que ça devrait être enseigné, là, utiliser cet épisode-là pour enseigner les différentes manières de faire. Puis moi, ça a été une révélation. J'ai regardé l'épisode en question, puis j'étais bien d'accord quand même là, de voir cette espèce de jeu de pouvoir-là, qui même dans un lieu clos, fermé, contrôlé, se place naturellement, là, sans que les gens s'en rendent compte. Puis des gens progressistes, là, pour la plupart, qui sont féministes, pas xénophobes, ouverts, qui sont des alliés de toutes les causes, et se sont placés dans ces rôles-là sans faire exprès. C'est quand même intéressant de voir à quel point ça a une influence majeure. Fait qu'on a les répercussions de tous les avancements qu'on a de notre passé, mais il y a encore beaucoup de travail à faire, il y a encore beaucoup de lutte à combattre, à apporter. Est-ce que vous n'avez quelques-unes, ben, tu en as nommé quelques-unes quand tu disais que dans ton milieu, tu essaies d'avoir une influence positive, mais en fait, d'avoir ta présence qui est là, mais c'est un des combats, c'est juste que tu puisses être là. Tu sais, peut-être que c'est un vieux combat, mais juste que tu dis, je sais pas si c'est positif ou pas, c'est pas grave, pourvu que tu sois là pour les proposer, tes idées. Fait que d'autres combats, je veux pas appeler ça des combats, je veux dire des situations qu'on voudrait améliorer par rapport à la situation des femmes, d'autres points importants qui pourraient vous toucher. Si, mettons, je lance la balle. Ben, c'est sûr qu'il faut toujours combattre les stéréotypes, les préjugés, parce que ces choses-là, ça fait que les personnes, même inconsciemment, ça les influence dans leurs décisions, puis comment qu'ils parlent et traitent les femmes. Ben justement, tu es dans une association étudiante. Est-ce que, quand tu dis de préjugés puis de stéréotypes, y en a-tu que tu vis, toi, là-dedans? Ou? Ben, j'ai souvent eu l'impression de ne pas me faire prendre au sérieux. Là, comme que tu disais, les jeunes femmes dans Big Brother, c'est la même affaire tout le temps. Dans on a l'impression d'être un peu des bébés, des fois, là, comment qu'on nous parle. Fait que c'est sûr qu'il y a ça, mais il y a aussi des luttes vraiment plus importantes pour régler la pauvreté, la violence, la précarité en général. Les femmes ne sont pas toutes affectées également par le système, le patriarcat puis le capitalisme en général. Fait que c'est important de garder ça en tête. Puis aussi, ce qui est acquis, c'est pas acquis pour toujours. Il faut toujours défendre ça. Mettons, cette année encore, on parlait d'avortement au Canada. Ils remettaient ça en question. Aux États-Unis aussi, il faut toujours garder un œil sur ce qui se passe, là, mettons. Il faut rester vigilant, puis il faut... Est-ce que tu trouves ça important qu'il y ait des groupes qui fait la propagande, justement, de rester éveillé? C'est important de penser à ces sujets-là. Il faut s'informer, parce que, tu sais, féministe, c'est pas parce que tu es une femme que tu es féministe, ça veut dire... Donc, juste intéresser les gens en général, hommes, femmes, toute personne présente dans une société, il faut les intéresser à ce genre de sujet-là, parce que même si tu te dis, moi, ça m'intéresse pas, ça me touche pas, mais ça te concerne quand même un moment donné éventuellement, puis c'est pas juste parce que toi, ça te touche pas que c'est pas important en société. Toi, tu as été présent, tu as été un joueur équipe de football des Titans, c'est ça? Ben, pour moi, qui vient de la grande famille des Titans de Limoilou, c'est sûr que je joue dans un sport qui est beaucoup masculin.
le football laisse pas place à la féminité vraiment beaucoup. Pourquoi? Ben, on dit que c'est un sport physique. Les femmes sont pas nécessairement capables. Pour moi, ils peuvent le faire. À mon école secondaire, j'ai joué 2 ans avec une fille. Puis, she's part of the group. Tu sais, elle est dans le groupe. Puis, c'est à trip autant que nous autres. Mais c'est plus des inégalités que. Tu sais, exemple, on prend l'exemple du hockey. Les gars au hockey, ils se font payer 16 millions par année. C'est full facile. Puis t'arrives dans le côté du hockey féminin, puis même vous devez pas le savoir ce qui se passe. Parce qu'on en a juste aucune idée. Il y avait une ligue de hockey, ça marche plus. Les filles qui jouent là-dedans, ils gagnent au maximum 15 000 $. Puis les gars peuvent en gagner 15 millions, puis ils font le même travail. Puis eux, ils peuvent pas vivre de leur passion. Tu sais, il faut qu'ils voyagent, il faut qu'ils fassent plein de choses. Ouais. Le seul moment où on encourage nos équipes de hockey féminine, c'est quand on va aux Olympiques. Exactement. On est tellement fiers, mais je trouve que ça s'applique à tous les sports. Puis je suis vraiment contente que tu abordes cette question-là parce que moi, ça me met à... Je comprends pas. Tout le monde me dit, oui, mais c'est pas le même show. Le sport féminin, c'est pas aussi bon, c'est pas aussi excitant à regarder. Mais genre, l'espace médiatique qu'on donne au sport féminin est inexistant à part en patinage artistique, là. Je veux dire... le plongeon. C'est le plongeon, puis encore, c'est le volleyball de plage. Aux 4 ans, là, tu sais, le football féminin, il existe des ligues certainement également qui sont jamais télévisées. Les ligues de hockey féminine, on les voit jamais à la télé non plus. Fait que comment veux-tu essayer de gagner ta vie avec ça, puis aller chercher des commanditaires, puis négocier des contrats à 16 millions de $? Moi, je comprends pas, parce que pour moi, c'est aussi intéressant de regarder... bon, je regarde pas de sport en général, point. Là, je suis pas le public cible, là, mais tu sais, pour moi, regarder le hockey féminin aux Olympiques versus le hockey masculin, je vois pas de différence là, dans la qualité du jeu ou de l'expérience. Là. Mais exemple, qu'on prend exemple, la ligue qui performe le mieux pour les filles dans le sport, pour moi, c'est le basket. Au basket, les filles sont quand même, ils ont une bonne puissance, là, sont capables de parler, puis tout est dirigé par la NBA, ceux qui sont en haut. Fait qu'ils ont beaucoup de sport, mais reste que, je checkais des chiffres, puis la fille qui va gagner le plus, c'est 243 000. Le gars, en une année, il fait 40 millions. C'est comme 0,003% de ce qu'il gagne, tu sais. Fait que, puis il y a beaucoup de monde qui disent que c'est super beau, c'est une belle ligue, mais quand tu reviens aux faits, ça reste que c'est pas égal. Puis hier, je pensais à ça. Je pensais au sport un peu avec une égalité. Puis c'est le tennis. Tu sais, le tennis, je trouve c'est beau. Puis médiatiquement, il y a quand même une place on écoute assez égale, les gars que les matchs, filles. Puis que, tu sais, à chaque tournoi, tu vas regarder des matchs de filles, tu sais, ça soit n'importe qui, puis t'aimes ça. Mais ça reste que je checkais les bourses pour les tournois, puis un gars va gagner plus qu'une fille. Puis c'est tout le temps la question pourquoi. Mais comme tu as souligné, la médiatisation pour les filles est pas là. Il n'y en a pas. Mais souvent, les arguments qui vont être apportés, c'est, en fait, vous les avez mentionnés, c'est que le marché n'est pas là. Vu que le marché n'est pas là, c'est sûr qu'on ne va pas se forcer pour aller le chercher et le développer. Il y en a un qui est déjà développé et qui rapporte beaucoup. Pourquoi aller développer ailleurs? Pourquoi forcer? Est-ce que c'est important de forcer les endroits où est-ce que les femmes sont moins bien représentées, même si, aux yeux de toute notre société capitaliste, ben, ça n'a aucune pertinence qu'on fasse ça? C'est une lutte importante ou pourvu qu'on développe des sphères où est-ce que les femmes vont être bien vues puis que les hommes vont être bien vus? Ouais. Je pense qu'il n'y a pas de loi, si c'est pas légiféré, je suis convaincue que la place des femmes s'amenuise, qu'on en laisse moins. Tu sais, quand on est dans une position de pouvoir, c'est rare qu'on va dire qu'on a un regard critique par rapport à soi-même. Tu sais, sur un plan individuel, de dire je pense que j'ai un rapport inégalitaire, tu sais, j'ai comme trop de pouvoir, ça n'a pas d'allure, je vais en redonner, en redistribuer. Tu sais, bon, les luttes sociales nous ont démontré que c'est pas ça qui se passe. Non. Pour avoir du pouvoir, ça prend une mobilisation, puis ça prend une lutte de ceux qui sont opprimés, tu sais, pour aller chercher plus de pouvoir. Fait que s'il n'y a pas de loi qui vienne réguler
un tant soit peu, la distribution du pouvoir, c'est-à-dire que chacun puisse prendre sa place, bien, c'est certain que les femmes vont se retrouver. Je regardais, j'essaie de me faire sortir des statistiques un petit peu, là, mais je ne veux pas bombarder, là, les fonds sociaux, on capote trop là-dessus. Là. Mais, je crois que c'est, mettons, au niveau là, des postes de pouvoir dans la société, des postes décisionnels. Parce que pour moi, un des acquis importants que les femmes doivent faire, puis que les jeunes femmes, puis que tout le monde, on doit contribuer à ça, c'est que les femmes aient plus de postes de pouvoir, mais des postes de pouvoir significatifs pour pouvoir changer les choses, Puis, exemple, ici, à Limoilou, on a une directrice générale. C'est la première femme directrice générale, Chantal Arbour. C'est pas rien, là. Du collège Limoilou ou du collège... du cégep Limoilou. OK. Okay. Ensuite, on a eu une première ministre. Bon, ça n'a pas été long, mais quand même, on a Valérie Plante, qui est mairesse de Montréal. Mais, au niveau des maires et mairesses, si je ne me trompe pas, c'est autour de 15% environ qu'il y a des femmes qui sont là. T'sais. Les hauts fonctionnaires dans la fonction publique, c'est entre 30 et 35% que c'est des femmes qui décident. T'sais. Moi, je pense qu'un des gros enjeux, puis tout ce qui a été dit, je suis complètement d'accord, puis je suis outrée des chiffres que tu nous as sortis. Mais je pense que les femmes, dans la société, quand elles arrivent, mettons, pour jouer un rôle, je vais le dire comme ça, je ne veux pas vous vexer, mais du monde adulte, genre vie active, travailleuse, là, elles vivent un double standard. Ça veut dire que quand tu es une femme, ce que tu dis, il faut que tu sois préparée. Il faut que tu sois préparée. Quand tu es une femme qui a du caractère, moi, là, souvent, là, mettons, quand mes filles, ma plus jeune, elle a joué au soccer très longtemps, puis assez de haut niveau, là. Puis, d'abord, les parents s'émouvaient devant comment nos filles étaient bonnes. Moi, je disais, ouais, mais il y en a sûrement plein des mieux défavorisés qui sont autant. Ils n'ont juste pas d'argent pour avoir plein de cours, premièrement. Puis, deuxièmement, moi, je critiquais beaucoup, en tout cas, certains aspects, bon, etc. Puis là, je me faisais très taguer tout de suite de féministe, syndicaliste, socialiste, machin, Parce que là, t'as du caractère, parce que tu t'affirmes, parce que t'es volubile ou parce que... Fait que, c'est comme si ça dérange. Mais cette remarque-là, elle vient souvent, je trouve. Hey, tellement, là. La fille qui a du caractère, on va lui dire, on va être menstruée, Ouais. oui. Hey, les hormones. Les hormones, Ah ouais. moi, dans ce temps, moi, t'en faire un hormone, moi, je suis Enceinte, c'est pire encore. Ah oui, c'est ça! C'est ça, Moi, je trouve ça intéressant oui. parce que, j'ai tellement d'hommes précieux dans ma vie qui sont pas capables de se dire féministes que je les confronte à leur disant, mais t'es féministe, là, je veux dire, tout ce que t'es, là, tu pues le féminisme, là. Oui, mais non, là, moi, le mot féminisme me parle pas, là, je me considère plus comme un humanisme. Des fois, j'ai envie de les brasser comme un pommier, mais je dis, mais c'est quoi le problème, avec le mot féministe? Il y a comme une connotation négative dans l'esprit de bien des gens et malheureusement de beaucoup d'hommes. Pourquoi? Ben, ils préfèrent se dire alliés féministes que de se déclarer féministe, par exemple. Puis, c'est déjà quand même un paradigme intéressant. Puis, tu sortais les statistiques sur les postes occupés à 30-35%. Une des choses qui a quand même brassé les cartes là, dans le milieu théâtral, c'est qu'il y a quelques années, là, 2 ou 3 ans, le Conseil québécois du théâtre, qui est l'association qui chapeaute le théâtre, si on veut, c'est notre association provinciale, là. Ils ont organisé un chantier féministe, dans le fond, dans le but de vraiment aller au fond des choses sur la place du féminisme des femmes dans le milieu théâtral de la province, là. Puis ça a été assez marqué parce que on constatait qu'en 2012 et 2017, et là j'ai des statistiques, sur les scènes francophones de Montréal et de Québec, seulement 19% des textes et 19% des mises en scène ont été confiés à des femmes. Donc c'est très peu, on est loin du 50%. Mais une fois qu'on compilait ces statistiques-là, puis qu'on les sortait, puis qu'on les répandait, puis que les gens constataient qu'il y avait un contrôle aussi, tu sais, sur les choix des textes qui décident de programmer, les choix des metteurs en scène à qui ils décident de confier une mise en scène. Puis, en 2019, là, suite au chantier féministe, là, c'était plutôt que les femmes étaient maintenant responsables de 37% des textes et 33% des mises en scène présentées sur les scènes montréalaises et québécoises au cours des saisons 2017-2018. Mais si ces pourcentages semblent meilleurs que les précédents, les statistiques révèlent toutefois que les femmes sont confinées aux petites salles où elles doivent majoritairement s'autoproduire avec peu de moyens financiers et peu de ressources humaines pour créer.
Fait que plus de Donc, projets, mais toujours pas de confiance. Ben exactement. Puis au final, malgré tout, tu sais, 33% puis 37%, on est loin de la parité la quand parité. même. Et pas nécessairement dans les grandes salles avec, tu sais, qui ont des plus gros budgets de création, par exemple. Donc, moi, j'ai trouvé ça quand même assez marqué. Puis pour, tu sais, être dans ces conversations-là, comme producteur, tu sais, nous, on choisit des textes, on choisit des artistes avec qui travailler, etc. Dans les dernières années, on essaie vraiment de faire attention d'avoir une équipe paritaire. Donc, peut-être que l'auteur, le metteur en scène, c'est des hommes, mais que la conceptrice de lumière, la conceptrice de costume, puis 2 interprètes, tu sais, l'assistante metteur en scène, par exemple, c'est des femmes. Fait qu'on essaie d'arriver à cet équilibre-là, si on veut, dans les différents postes tenus au sein d'une production. Mais tu sais, on s'entend, là, on croirait que le milieu théâtral est un des plus, progressistes à cet égard. Puis il y a quand même des écueils majeurs, là, tu sais, pour la représentation et l'équité à cet égard-là. Mais penses-tu que c'est parce que quand les statistiques que tu as énoncées, c'est par rapport à la business, dans le sens qui a les postes, qui a les emplois, qui a les projets, les salles, tandis que, mettons, l'art en tant que tel n'a pas de genre, mais quand on touche au côté business de cet art-là, c'est là que l'enjeu de domination des hommes prend place. Ben, tu sais, je pense que ça revient encore à être un système, puis qu'on est dans une société patriarcale, puis je suis convaincue que malheureusement, les femmes, comme on porte les enfants, puis qu'on prend les congés de maternité, souvent c'est là qu'on a une espèce de stagnation de notre valeur marchande, là, si on veut. Tu sais, c'est bien rare que ton salaire va être augmenté avec l'inflation pendant ton congé de maternité, puis que tu vas revenir, puis qu'il va être plus élevé qu'avant que tu sois parti. Tu sais, juste ça, c'est quand même une réflexion intéressante et importante. Puis je pense que c'est encore plus vrai dans le milieu théâtral parce que c'est un milieu quand même précaire avec, tu sais, c'est des travailleuses autonomes avec pas beaucoup, il n'y a pas de filet social énormément. Fait que ben, celles qui décident de fonder une famille ou de se concentrer sur la création sont souvent un peu ralenties dans leur carrière. Puis on est quand même dans une société qui fait en sorte que c'est dans ces décisions-là, les directions artistiques du théâtre sont majoritairement tenues par des hommes. Même à Québec, on a 5 théâtres. On a le Théâtre Jeunesse et Gros-Bec, le Trident, le Théâtre Labordé, le Théâtre Premier Acte, puis le Théâtre Périscope. Puis j'ai dit les Gros-Bec. Oui. Puis le Diamant, maintenant, avec Robert Lepage. Ben là-dessus, si on compte toutes les directions artistiques, il y a 4 gars pour 2 filles. Fait qu'on n'est encore pas tout à fait dans la parité à cet égard-là. Puis c'est pas de la mauvaise... Je pense pas que les gens se lèvent le matin en se disant « Je veux vraiment pas programmer les femmes aujourd'hui. » Mais ça demeure quand même des réflexes, tu sais, que c'est pas tout le monde qui les a, les réflexes de dire « C'est super important de s'assurer d'avoir une équipe paritaire » ou de regarder sa programmation, puis tu veux toujours regarder la qualité artistique de l'œuvre avant tout, puis c'est ce que tout le monde plaide tout le temps, puis je trouve que c'est entièrement vrai. Mais c'est ça. Est-ce que c'est la perspective qu'on doit prendre? Est-ce que c'est l'égalité du projet, du produit qu'il offre, ou forcer le fait qu'il y ait... En fait, qu'on met en place comme des lois ou que les gens... il y a un point durant leur réunion où est-ce que ce point-là, il faut qu'on discute d'égalité, ou est-ce qu'il faut forcer l'égalité pour que éventuellement, si tout le monde a les mêmes chances, ben, après ça, on pourra se concentrer sur la qualité des projets. Mais je pense que il faut qu'on ait des visions tentaculaires. C'est-à-dire que ça peut pas être qu'une action, ou qu'un champ d'action. Ça peut pas être que le juridique. Ça peut pas être que le légal. Ça peut pas, être que le milieu de travail. Ou, c'est tellement complexe que ça nécessite des solutions ou des approches qui soient tout aussi complexes. Fait que oui, il doit y avoir des lois, mais moi, je pense aussi qu'il faut qu'on enseigne à nos filles, nos jeunes filles, puis qui grandissent, à avoir un sens critique par rapport à cette socialisation genrée là, qu'on fait, c'est-à-dire l'apprentissage de notre genre, il faut dire, c'est un apprentissage qui est binaire là, dans la société, c'est gars-filles, même si le genre est un spectre, mais il n'en demeure pas moins que l'éducation est encore très genrée. Et je pense qu'il y a beaucoup de filles, de jeunes filles, et je m'inclus, qu'on intériorise certains des éléments de cet apprentissage-là qui fait qu'on doute de nous. Tu sais, la fille va douter d'elle en disant « je vais-tu être assez bonne pour faire ça? J'ai-tu ce qu'il faut? » Le gars va y aller. Puis là, je généralise, on s'entend? Okay. Je vais dire « Moi, je suis une fille, j'y allais. » Puis d'autres gars vont dire « Moi, j'étais timide, j'y allais pas. » Mais, tu sais, quand on regarde les postes de pouvoir, quand on regarde, certains de ces éléments-là,
t'es obligé de te dire, ben, Caroline Debine. Fait que, tu sais, il faut que ça doit passer par des lois, ça doit passer par de la sensibilisation, mais ça passe aussi beaucoup, là, je prêche peut-être pour ma paroisse, mais par l'éducation, tu sais. Mais en même temps, la lecture que je fais, elle est belle aussi. Dernièrement, on a vu une députée à l'Assemblée nationale allaiter son bébé. Tu sais, je veux dire, c'est pas rien, ça. Tu sais, on a eu quand même une première ministre femme, des tables à langer installées dans les toilettes des hommes aussi. Tu sais, je pense vraiment, là, tu sais, moi, je regarde mes collègues qui sont pas mal plus jeunes que moi. Je regarde, là, ma fille qui a un bébé de 8 mois, mais tu sais, que son amoureux est aussi à la maison. Tu sais, je veux dire, je regarde ça, puis je trouve ça beau, tu sais. Puis imaginez, là, on parle d'ici au Québec, puis on s'est dit au début, puis je vous ai dit au début, mon Dieu, que je suis contente d'être née ici, que mes filles soient venues au monde ici. Alors, imaginez le discours que nous aurions si nous étions ailleurs. Tu sais, je pense que ça... Fait que... Parce que, tu sais, je pense que c'est important d'avoir je pense pas mal, moi. Je dis donc souvent ça, je suis en train de je vais m'auto-corriger, tu sais. Il s'avère, je sais plus quoi dire, mais il faut absolument continuer à dénoncer, tu sais, puis à revendiquer. Ça va de soi. Mais je pense qu'il faut, je le dis encore, mais en tout cas qu'il faut nommer aussi ce qui est beau. Oui. Tu sais, et moi, je trouve que même si chez les jeunes couples, il y a encore, tu sais, de la violence conjugale, même chez les jeunes, là, tu sais, les jeunes couples, là, il y en a encore, puis très majoritairement, c'est les femmes et les jeunes filles qui en sont victimes. Mais ça Mais passe je dans dis l'éducation Oui. des gars aussi. Hey, Tu tellement. sais, il y a l'éducation des filles, mais l'éducation des gars, moi, quand Pardon. tu sais, durant tout mon parcours scolaire, j'ai jamais senti que j'avais appris quelque chose par rapport à ça. J'ai jamais... C'était pas un sujet qui venait, là. Tu sais, le monde veut pas en parler ou je sais pas, là. Mais tu sais, jamais t'es sensibilisé à... on fait pas ça. Oui, tu sais, on commence parfois à le voir, mais le gars qui est assis en classe, lui, il se dit « Je suis un gars. » Moi, je suis un gars. En fait, il se dit rien pantoute. Il fait Ouais, juste... il Il n'y a aucun Non, enjeu. il est, tu sais, il est on, that's it, on- ouais. on devient insouciant un peu de Ouais. tout ce qui nous entoure sur Ouais. ces sujets-là. Ouais. Puis tu sais, c'est ça. Puis l'idée, c'est pas de rentrer dans de la culpabilisation, tu sais, de dire, toi, l'homme, le jeune homme blanc, tu sais, là, c'est négatif. Ouais. Tu sais, ou comme tu te sens coupable d'être au monde un homme blanc, tu sais. L'idée, c'est pas de ça. L'idée, c'est, je pense, d'être, là, je vais utiliser un mot à la mode, ça fait psychopop, je suis désolée, mais j'y crois quand même. Tu sais, c'est comme d'être bienveillant les uns envers les Ouais. autres, tu sais. Puis, mais ce qui n'empêche pas les luttes féroces qui doivent se tenir. Mais je pense qu'il faut avoir une approche peut-être plus enveloppante, plus mobilisante, puis aussi faire ressortir, c'est ça, ce qui est beau. Moi, je trouve que les jeunes hommes et les jeunes filles que je vois dans mes cours, ben moi, je vous aime au fond, là, en partant, c'est clair, j'ai un gros préjugé favorable à votre égard, mais je trouve ça beau quand je discute avec eux autres, tu sais, c'est ça, ce que tu racontes, les gars sont là, voyons, ça n'a pas d'allure, tu sais, puis en tout cas, fait que moi, j'ai bien confiance, Mais- en fait, mais il faut pas lâcher, tu sais. Tu parles de beau, puis tantôt tu parlais de forcer les choses, ou tu sais, faut-tu forcer les choses? Puis le Super Bowl, il y a une fille, arbitre, qui va arbitrer durant le match. Puis pour un arbitre, ça doit prendre, tu sais, ça doit y prendre d'habitude là, 10 ans, tu sais, un bon 10 ans de carrière pour, tu sais, qu'il monte les échelons, puis il aille au Super Bowl. Puis là, pour un arbitre, c'est comme, hey, c'est le match de ma vie, mais il joue pas, tu sais, c'est un arbitre. Ouais. Mais cette année, au début de la saison, même moi, là, je regarde le match, puis je sais, je regarde dans la TV, puis c'est une fille, une fille qui arbitre. Là, j'étais comme, ben, c'est nouveau, j'ai jamais vu une fille arbitrer, là. Puis là, c'est sa première année, elle est rendue, puis elle va aller au Super Bowl. Wow. Tu sais, fait que la NFL a poussé les choses, mais ses réseaux sociaux présentement, tout le monde voit ça, puis c'est un message que, tu sais, la NFL envoie, regarde, égalité. Ouais. Tu sais, c'est une. C'est Il faut encore, les messages que tu lis sur... Est-ce Sur- que les gens qui... Oui. les gens sont Ouais. contents, Oui, là, c'est oui, pas... OK. Mais c'est sûr Comme- que Ouais, il y a sûrement dans quelques la de monde société qui dans la dit, salle, elle oui, est il y a doit toujours avoir justice du monde. elle n'a pas encore Exactement. travaillé, bûché Ouais, assez oui, fort pour oui, se rendre c'est là, ça. mais tu sais, pour revenir à la question initiale, puis je trouve que c'est intéressant que tu amènes ce Il y avait une point-là. question initiale, c'est quoi? Ben, c'est que tu disais, est-ce qu'il faut forcer les choses? Ah oui, Parce c'est que vrai, je m'en souviens, merci. le terme qui me vient à l'esprit là, maintenant que tu as fait cette contribution, c'est il faut, tu sais,
voyons, là, je l'ai perdu à nouveau, là. Pas des stéréotypes, là, mais... Des modèles? la discrimination positive, Oui, voilà. oui. Ouais, moi aussi, je C'est l'ai comme une compris. forme de discrimination positive qu'il y ait, genre, tout de suite mis de l'avant une arbitre féminine pour démontrer que c'est possible, tu sais. Puis si on vient aux saisons théâtrales, je suis entièrement d'accord que c'est super important que ce soit l'œuvre, la qualité de l'œuvre qui prime d'abord. Mais en général, là, tu as tellement de bonnes œuvres là, dont tu peux choisir, là, que si tu arrives à une programmation qui n'est pas paritaire, là, ben, tu peux te dire à qualité égale, assurons-nous d'avoir une programmation paritaire finalement, tu sais. Puis je suis d'accord que pour tout ce qui est gouvernemental, tu sais, très ancré dans nos systèmes de gestion de la société, ça prend des lois, mais dans d'autres domaines comme les sports, les arts, ça va être extrêmement difficile à régir, de faire. Tu es obligé d'avoir une programmation paritaire. Puis, tu sais, dans nos subventions au fonctionnement, ils essaient de nous encourager à avoir une meilleure représentation des personnes issues des diversités variées, là, que ce soit culturelles, sociales ou sexuelles. Mais en même temps, c'est difficile là, de comme, obliger ça, puis ça crée quand même des remous, même Exactement, au sein... ça crée des situations où est-ce que tu peux sentir que tu es juste une coche, quelque chose que tu as coché pour avoir Oui, puis tu sais, il y a beaucoup d'artistes qui disent oui, mais tu sais, moi j'ai envie de créer une œuvre, j'ai pas envie de créer, qu'on m'oblige à, tu sais, avoir une personne représentant telle communauté sur scène, puis tu sais, moi je dis souvent oui, mais en même temps, on n'est pas nécessairement obligé d'écrire des œuvres à thème, tu sais, pour avoir une meilleure représentation, mais on peut tout simplement peut-être inviter des gens en audition ou en entrevue, tu sais, pour des postes qui vont faire en sorte que on va évaluer tout le monde, tu sais, sur la même base, mais on va s'assurer d'avoir, tu sais, une couple de personnes issues de la diversité culturelle, puis de la diversité sexuelle et sociale pour leur donner une chance de se faire voir. Puis peut-être qu'on va être surpris puis que c'est la personne, tu sais, avec un accent espagnol qui va avoir le rôle titre, là, je veux dire, mais on va y avoir donné une chance de plus de se faire voir, puis on va avoir fait de la discrimination positive, entre guillemets. Mais comme tu disais, Isabelle, il se faut avoir une pensée tentaculaire, dans le sens que faudrait que peut-être sur une population générale, à grand terme, ça soit de l'enseignement de l'égalité, puis qu'il y a certains groupes, certaines personnes de front qui, là, vont lutter à faire des luttes féroces. Puis, je vais apporter un petit peu la discussion vers Marie. Pour toi, ce serait quoi dans ta vie personnelle, à tous les jours, ou comme projet personnel, ce serait quoi une des luttes que tu aimerais porter ou un des combats ou qu'est-ce que tu fais face à tous les jours par rapport au féminisme? Ben, moi, personnellement, comme que j'ai dit tantôt, je suis pas la plus affectée par tout ça. Fait que moi, qu'est-ce qui m'enflamme plus, c'est plus la lutte, les luttes par rapport à l'intersectionnalité. La quoi, pardon? L'intersectionnalité, dans le fond, l'intersection des différentes oppressions, comme que une femme noire, par exemple, va pas vivre le sexisme de la même façon qu'une femme blanche. Fait que moi, c'est plus ça, en général, sur quoi que je m'intéresse puis que je réfléchis beaucoup. Fait que ce que tu veux dire, c'est que on doit pas juste tout le monde mettre sur le même chapeau du féminisme ou du racisme ou du... faut quand même qu'on prenne en considération que dans chacun de ces grands bassins-là, il y a des luttes différentes qui existent. C'est ça, il faut pas laisser personne derrière, je trouve, puis on sera pas libre tant qu'on n'est pas toutes libres. C'est beau, ça, ce que tu viens de dire. C'est ça, puis il faut penser à plus que ce que nous on vit, là, je trouve, parce que c'est vraiment facile de se construire des idées par rapport à nos expériences, mais sans savoir que c'est complètement différent pour d'autres personnes, mettons pour les femmes autochtones, les femmes trans, les femmes qui font partie du LGBTQ+, les femmes handicapées, tout ça. Fait que c'est ça. Parce qu'absolument que si tu fais pas partie de ces communautés-là, si tu prends pas la peine d'y penser, ça se peut que ça t'impacte jamais. Mais c'est justement en prenant un temps de réflexion que si tu apportes ce sujet-là au quotidien dans tout ce que tu entreprends, dans un comité au cégep ou dans une équipe sportive ou à quelque part comme ça, c'est là que les choses, de façon gentille, vont pouvoir évoluer. Ah, mais il ne faut pas toujours être gentil, là, par exemple. Ouais. Non, des fois, il faut se battre un peu. Là. Des fois, ça va faire la politesse, mais... Ouais. Non, tu sais, je pense que c'est dans... Tu sais, d'être gentil, c'est dans la mesure où il faut être stratégique, en fait. Tu sais, je veux dire, des fois, d'avoir un discours
mobilisant, rassembleur, tu sais, où on se responsabilise tout le monde, c'est une chose, mais quand c'est le temps de lutter et de nommer les choses telles qu'elles sont, ben il faut le faire, tu sais. Non. Fait que je vais- Ouais. Désolé, mais je pense on a quasiment plus de temps. Fait que je vais faire un dernier petit tour de table, puis je vais poser la question pour vous, c'est quoi la définition du féminisme? Parce qu'aujourd'hui, c'était ça le thème, on en a parlé, c'est vaste, mais ça serait bien d'avoir peut-être une définition personnelle dans votre vie à vous. C'est quoi ça veut dire être féministe ou qu'est-ce que c'est le féminisme? On va commencer avec Louis-Félix. J'espérais qu'on commence pas avec moi. OK, mais c'est pas grave, là, moi... Définition du féminisme dans ma vie. Je pense que quelqu'un doit commencer avant moi. OK, il y a Pour pas me de problème. baser des idées. peut y parce aller. que Ouais, ou pas trop. c'est un Ben, conflit. écoute, tu as la définition, évidemment, c'est l'égalité entre les sexes, les genres, c'est évident, mais pour moi, ce qui me vient en tête, c'est la liberté. Tu sais, pour moi, le féminisme, sa raison d'être, c'est je veux que moi, en tant que femme, et que toutes les femmes de la planète se sentent libres d'être ce qu'elles sont, dans leur entièreté, puis dans la diversité. J'ai adoré ce que tu as dit. C'est très joli, franchement, là. Mais c'est ça, tu sais, je pense que c'est l'idée de la liberté. Tu veux faire ça de ta vie, tu veux être comme ça, tu veux t'habiller comme ça. C'est pas parce que t'es habillé sexy que t'es moins féministe. C'est pas parce que, tu sais, je veux dire... mais de faire les choses libre aussi, libre dans sa tête. Ça veut dire d'avoir développé un sens critique par rapport aux stéréotypes sexuels, par rapport à l'éducation, par rapport à l'idéologie patriarcale. Et ça commence tout petit, mais je pense que c'est l'histoire d'une vie. Je pense que c'est l'histoire d'une vie. Mais c'est vraiment le terme, pour moi, profond, c'est la liberté. Pour moi, puis je trouve ça super intéressant là, parce que ce que Marie apporte, c'est par rapport à l'intersectionnalité, c'est quand même frappant. Là. Il y a eu quand même des statistiques puis des articles qui relataient que c'est souvent les femmes qui sont plus impactées par la pandémie, par le recul, par l'appauvrissement, par l'isolement, par la charge mentale augmentée. Puis je trouve que ça nomme toutes les choses que tu nommes comme étant super importantes pour toi. Puis ça m'amène à me dire que je suis d'accord que l'égalité, c'est le rêve absolu, mais qu'on est loin, tu sais, d'être à l'égalité encore, puis qu'avant l'égalité, il faut l'équité. Puis l'équité, c'est dire à un groupe, genre moi, je mesure 5 et 10, puis quelqu'un mesure 5 et 2, puis quelqu'un mesure 6 pieds 6, puis on essaie de regarder par-dessus le même mur, mais si l'égalité, c'est d'avoir le même banc, tu sais, pour se lever par-dessus, puis voir par-dessus le mur, mais la personne de 5 et 2, elle va voir là, moi, je vais voir là, puis la personne de 6 pieds va être bien confortable, mais ce qui serait équitable, ce serait d'avoir, tu sais, 3 bancs pour la personne plus petite, un banc pour la personne moyenne, puis pas de banc pour la personne qui en a pas besoin, finalement, tu sais, puis au moment où ça va être rendu égalitaire, c'est parce que l'équité va avoir fait son travail, tu sais, pour moi, à cet égard-là. Puis en passant par l'intersectionnalité, là, comme le nommait Marie, ça fait partie des choses pour qu'on lutte contre la pauvreté, on lutte contre le racisme, on lutte contre le sexisme, on lutte contre toutes les affaires qui sont problématiques dans notre monde, puis qui affectent les femmes au final, mais ça va faire en sorte qu'on va amener une plus grande équité dans les sociétés en général et particulièrement la société québécoise. Je suis bien d'accord avec toi. Moi, le féminisme, comment je vois ça, mettons, au quotidien, comment que ça se rentre dans une journée, on va dire. Je pense que c'est premièrement de reconnaître ses privilèges qu'on a, réfléchir sur ses comportements constamment, essayer de voir s'il y a des comportements qui viennent d'une source qu'on n'avait pas pensé. C'est ça. Puis il faut aussi réfléchir aux actions puis aux paroles des personnes qui nous entourent. Tu sais, je trouve que c'est vraiment féministe tu sais, quand on entend que quelqu'un qui dit quelque chose qu'on n'est pas d'accord puis qui expose ses préjugés, il faut vraiment les combattre parce que ça aussi, c'est l'éducation, d'éduquer les personnes autour de nous, notre famille, notre oncle raciste, tu sais, trucs de même. On a toute une responsabilité à cet égard, puis une parole qui peut être entendue, là, que ce soit ton ami qui dit une blague inappropriée, tu peux faire « Excuse-moi, elle passe pas, celle-là, là, tu sais. » Oui, c'est ça. Exactement. Si moi, je peux répondre à ma propre question, là, le féminisme, c'est ce que tu viens de dire en combinaison avec ça, c'est juste se questionner à chaque fois sur à quel point c'est légitime. Parce que de prime abord, c'est « Ah, c'était drôle, gars, l'ambiance était là », mais juste se poser la question, toujours qu'il y ait ce doute-là, est-ce que je peux vraiment dire que c'était vraiment correct
qu'on ait dit ça ou ça l'encourage quelque chose de négatif? Oui, mais on peut plus rien dire, là. Mais il y a d'autres façons de le dire. Bon, moi, les derniers mots que j'utiliserais pour ce podcast, C'est toi qui veux conclure ça, vas-y. ben, c'est sûr que là, je suis un sportif, fait que j'irai dans le monde du sport, mais c'est. Tu sais, on parle d'égalité puis d'équité, mais c'est vraiment. Commencer. Tu sais, il faut commencer à quelque part. Tu sais, les femmes dans le sport. Puis on a un bon début avec la Ligue de basket qui va bien. Tu sais, l'ATP avec la WTA. Tu sais, on a des ligues qui se soutiennent, mais reste que, je pense à, mettons, au hockey, qu'une Marie-Philippe Poulain qui doit être autant talentueuse que la majorité des joueurs dans la Ligue nationale, qui est pas capable d'aller... plus pour certains, hein? Sinon plus, oui. Qui peut juste vivre de sa passion avec... tu sais, c'est pas nécessairement l'argent, mais... tu sais, qui puisse grandir. Puis une fille... Tu sais, moi, j'ai joué longtemps au hockey. Puis ça prend 2-3 ans. On est tout petit, on joue avec les filles. Puis whoop, tout à coup, pouf, plus de filles. Ils ont disparu. Puis je sais pas sont où les ligues de filles. Tu sais, fait que vraiment, avoir un mouvement que... Tu sais, les filles soient vues, médiatisées, comme tu disais tantôt. Tu sais, on veut les voir, les filles jouer au hockey, mais pourquoi on les voit pas? C'est se poser des questions, même personne. Parce que moi, si quelqu'un écoute le podcast, il va se dire, c'est vrai, comment ça? Moi, je les vois pas. Tu sais, se poser des questions, aller voir. Si je veux écouter une game, il faut que j'aille sur un site internet. Non. C'est bien trop compliqué, je le ferai pas. Tu sais, on simplifie les choses, puis rendons ça beau. Ouais, Et à avoir de grandes écoutes. Bon, ben merci beaucoup de votre participation au podcast du Cégep Limoilou sur le féminisme, sur la Journée internationale des femmes qui va se dérouler le 8 mars à travers le monde. C'est ça que ça veut dire international. Et aussi, important de dire, c'est la Journée internationale de lutte pour le droit des femmes et non pas la Journée internationale de la femme où on s'attend à avoir des chocolats et des fleurs. Hein? Oui, tout Il y a l'aspect beaucoup commercial de gens qui fait mélangent accrocher à ça là, pour la là. Saint-Valentin version 2. Oui, là. non, c'est pas ça qu'on veut. Fait qu'on va espérer avoir planté plusieurs questions dans les personnes qui vont avoir écouté ça, des réflexions. Donc, merci beaucoup de votre participation. Merci. Merci à vous. Merci de l'invitation.